Rebonjour. Dans la précédente vidéo, on a vu une première définition de ce qu'est une force conservative. On a dit qu'une force conservative, son travail ne dépendait pas du trajet parcouru, ne dépendait que de la position initiale et de la position finale. Maintenant, on va voir une deuxième définition d'une force conservative. Ça annule pas la première, mais ça va nous donner une définition qui va faire intervenir l'énergie potentielle. On va introduire ce concept davantage. Alors, une force conservative, c'est quoi? C'est qu'une force conservative, ça applique un travail en libérant ou en emmagasinant de l'énergie potentielle. Donc, comment ça agit une force conservative? Une force conservative, c'est une force qui agit en libérant de l'énergie potentielle. Donc, quand ça libère de l'énergie potentielle, ça fait un travail qui est positif. Ou ça va emmagasiner de l'énergie potentielle. Donc, ça va faire un travail qui est négatif dans ce temps-là. Alors, si on met ça en termes mathématiques, le travail fait par une force conservative, c'est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Donc, si l'énergie potentielle de l'objet a augmenté, mais c'est parce qu'il y a une force conservative qui a pris de l'énergie de l'objet, puis l'a envoyée sous forme d'énergie potentielle. Alors, il a enlevé de l'énergie cinétique à l'objet en faisant un travail négatif, puis ça l'a augmenté l'énergie potentielle de l'objet. À l'inverse, si on augmente l'énergie cinétique en faisant un travail positif, mais ça va enlever de l'énergie potentielle. Donc c'est ça une force conservative, c'est une force qui va agir en libérant de l'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle va diminuer, mais l'énergie cinétique va augmenter parce qu'on a fait un travail positif, ou elle va emmagasiner de l'énergie potentielle. Elle va faire des réserves d'énergie potentielle, donc en faisant un travail négatif, ça va faire une variation d'énergie potentielle positive. Avec cette définition d'une force conservative, puis la définition du travail, donc la définition formelle du travail, c'était que le travail fait par une force, c'était l'intégrale de la force, en fait de la composante parallèle au déplacement de la force fois le déplacement. Bien, on peut montrer, je ne ferai pas la preuve mathématique ici, là, parce que ça demande des notions de dérivées et d'intégrales qui ne sont pas, disons, qui sont pas obligatoires dans le cours, mais on peut montrer qu'une force conservative, c'est lié à la variation de l'énergie potentielle associée à cette force avec les équations suivantes. Donc, comme le travail, c'est l'intégrale d'une force, on peut dire que la force, c'est la dérivée du travail. Et comme le travail fait par une force conservative, c'est moins la variation d'énergie potentielle, mais essentiellement une force conservative, sa composante en x, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x. La force en y, sa composante en y, à la force conservative, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à y. Et même chose en z, la composante de la force en z, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à z. Donc ça, c'est un lien entre les composants d'une force conservative, c'est bien important, et l'énergie potentielle. Pour ceux qui ont fait le cours de calcul différentiel qui disent, ben, il me semble que les D sont écrits bizarrement, c'est que ça, c'est le symbole pour une dérivée partielle. Donc si j'ai une équation d'énergie potentielle qui dépend de x, y et z, donc ça pourrait être une fonction de plusieurs variables, mais ici, c'est qu'on dérive quand je fais moins del u sur del x, donc ça s'appelle del, ce symbole-là, moins del u sur del x, c'est que je dérive par rapport à x uniquement, donc j'assume que y et z sont des constantes. Par la suite, fy égale moins del u sur del y, mais je dérive par rapport à y en assumant que x et z sont des constantes. Donc essentiellement, c'est une fonction de plusieurs variables, mais qu'on dérive une seule variable à la fois. Mais ça, je le répète, si vous n'avez pas fait le cours de calcul différentiel, c'est pas essentiel. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'une force conservative, ces composantes vont dépendre de la variation du potentiel. Donc, quand on fait le travail d'une force, ben, si mon bloc se déplace en X, ben, c'est la force en X qui va faire le travail. Et quand on va faire l'intégrale, ben, ça va nous donner la variation de l'énergie potentielle en X. Et avec le signe négatif, évidemment, qui est là. Si on a une force radiale, donc une force qui, oui, elle dépend de X, Y et Z, mais on pourrait dire qu'elle dépend du rayon. Donc la force est toujours vers l'extérieur ou est toujours vers l'intérieur. Par exemple, une force qui est toujours vers l'intérieur, c'est la force gravitationnelle. Pour un satellite qui est autour de la Terre, la force est toujours vers le centre de la Terre. Mais dans ces cas-là, on peut dire,
on peut dire que ça varie selon seulement une variable, qui est la variable R, vu que ça ne varie pas de à quel endroit autour de la Terre qu'on se situe, ça dépend juste de à quelle distance de la Terre on se situe. Alors dans ce cas-ci, on peut dire c'est moins la dérivée par rapport à R, vu que R est notre unique variable. Je le mentionne comme ça, c'est un concept qui va pouvoir resservir plus tard, mais dans notre cours, surtout cette session-ci, où on enlève un petit peu de matière due aux semaines qu'on a perdues à cause du coronavirus, j'irai pas dans le détail là, de ces équations-là. On va quand même y revenir un petit peu là, dans la prochaine vidéo. Alors, une force conservative dépend de la variation d'énergie potentielle. Si on applique ça à nos forces qui sont conservatives, donc on a vu dans la précédente vidéo que que la force due à un ressort, c'est une force conservative, et même chose pour la force gravitationnelle. Alors la force dans un ressort, c'est quoi? Ben, sous forme vectorielle, la force dans le ressort, c'est moins k fois l'allongement du ressort. Donc si on a étiré le ressort en direction x positif, mais la force va être en direction des x négatifs. Même chose si on comprime, mettons qu'on comprime en x négatif, mais la force va être en x positif. Le module reste égal à k fois l'allongement ou la compression. Mais il aurait fallu dériver quelle fonction pour obtenir ça, essentiellement. Ça va nous donner que l'énergie potentielle dans un ressort, c'est égal à 1 demi k fois l'allongement au carré. Donc, quand on fait la dérivée de ça par rapport à L, ben, le 2 va venir en avant, donc ça va faire K fois L. Et on sait que la composante est égale à moins la dérivée, donc moins K fois L. Donc, ce qui est assez logique. Là, si on remplace L par X, 1 demi Kx au carré, c'est l'énergie potentielle du ressort, et moins la dérivée, donc moins Kx pour la composante en X de la force. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle, donc quand on utilise la force gravitationnelle à la surface de la Terre, la force est égale à m fois g. L'énergie potentielle, que quand on fait moins la dérivée, on obtient cette force-là, mais il faut que ce soit m fois g fois y. Ça, cette équation-là, c'est si y pointe vers le haut. Donc, si y pointe vers le haut, ben, l'énergie potentielle, c'est m fois g fois y. Quand on fait moins la dérivée par rapport à y, ça va faire moins mg. Moins mg, c'est la composante en y de la force. Donc, ça fonctionne bien. Si y pointait vers le bas, ben, la composante en y de la force gravitationnelle, c'est plus mg. Si y pointe vers le bas, donc notre énergie potentielle devrait être égale à moins mgy pour que quand on fait moins la dérivée, les moins s'annulent et on obtient plus mg là, à la fin. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle à la surface de la Terre, c'est pas mal cette forme-là de l'énergie potentielle qu'on va utiliser dans le cadre du cours. C'est égal à mgy si y est vertical vers le haut. Si on était ailleurs, ça pourrait être, on utilise un satellite autour de la Terre, ou la Lune autour de la Terre, ou la Terre autour du Soleil, ou peu importe, l'énergie potentielle gravitationnelle en général, mais il faut la lier à la force gravitationnelle en général. Donc nous, on avait vu précédemment que la force gravitationnelle, son module, c'était G, la constante gravitationnelle, la constante de Newton, fois la masse de l'objet qui est au centre, fois la masse de l'objet qui est autour, divisé par la distance de centre à centre qui les sépare au carré. Si je veux mettre ça en termes de vecteurs, mais la force gravitationnelle est toujours vers l'intérieur, alors est dans l'axe négatif, dans la direction négative d'un axe qui irait vers l'extérieur. Donc l'axe R, ici, c'est l'axe des rayons. Si vous voulez, là, ça part du centre de la Terre et ça va vers l'extérieur. Si on parle d'un objet qui est attiré vers le centre de la Terre. Alors l'énergie potentielle qu'il faut, c'est quoi la fonction que quand on fait moins sa dérivée, on va obtenir la force gravitationnelle. Il faut que ce soit moins G fois m, donc moins la constante gravitationnelle fois le produit des masses divisé par le rayon, cette fois-ci qui n'est pas au carré. Donc ça va être rayon à la moins 1, quand on fait la dérivée, ça va faire moins 1 en avant, et ainsi de suite. Et R va devenir R à la moins 2. Alors on dérive l'équation à droite, on fait moins la dérivée à droite, ça va nous donner la composante en R à gauche. Donc ça, c'était, comme je l'ai mentionné, si l'axe R pointe vers l'extérieur.
Donc, il part du centre de la Terre, il va vers l'extérieur si on parle d'un objet autour de la Terre. Et le UR que j'ai mentionné, mais c'est un vecteur unitaire qui est dans cette direction-là. Donc, dans l'expression vectorielle de la force gravitationnelle, UR fait juste dire, ça c'est cette valeur-là selon un axe des R qui pointe vers l'extérieur, essentiellement. Donc, tout ça étant dit, nous, ce qu'on va beaucoup utiliser dans le cadre du cours, c'est les deux équations du haut pour l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle dans un ressort, c'est égal à 1/2 K fois son allongement au carré. Et l'énergie potentielle gravitationnelle d'un objet à la surface de la Terre, c'est sa masse fois G fois son altitude en Y, donc dans le fond la position selon un axe Y vertical vers le haut. Alors on va utiliser ces concepts-là quand même beaucoup et on va l'utiliser d'abord dans un exemple qui va nous permettre un petit peu de désintégrer là, avec des valeurs concrètes. Alors, supposons un skieur rectangulaire, puisque ça ne me tentait pas de faire un dessin de meilleure qualité que ça. Un skieur rectangulaire de 55 kg descend le long d'une pente de 30 degrés sur une distance de 50 mètres sans vitesse initiale. Sachant que le coefficient de frottement cinétique entre ses skis et la neige vaut 0,3 et en négligeant la résistance de l'air, donc il y a seulement le frottement avec la pente là, qui va causer une certaine force de résistance, calculer, en A, on veut la variation d'énergie potentielle du skieur sur son déplacement de 50 mètres et en B, la variation d'énergie cinétique du skieur. Alors, les valeurs qu'on connaît, la masse, le coefficient de frottement et le déplacement, qui est de 50 mètres le long de la pente. J'ai appelé ça delta S. Et on veut savoir la variation de l'énergie potentielle et la variation de l'énergie cinétique. Mais pour l'énergie potentielle, ici, il n'y a pas de ressort, donc il n'y aura pas de variation d'énergie potentielle dans un ressort, mais il y a une variation d'altitude. Donc, il va y avoir une variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, ce qu'on va commencer par se faire, c'est se faire un axe Y vertical vers le haut. Souvent, quand on faisait les plans inclinés, on se mettait un axe Y là, perpendiculaire à la pente, mais quand on veut connaître la variation de l'énergie potentielle, c'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment que l'axe Y soit vertical vers le haut. Ici, je vais dire que la position de départ était à une hauteur de 0 m. Ça, c'est un choix. Le 0, on peut le mettre n'importe où. L'important, ce qui nous intéresse de toute façon, c'est la variation de l'énergie potentielle. Donc, si je mets le 0 en bas, bien, ça va faire qu'en bas, on va avoir une énergie de 0. En haut, on va avoir une énergie positive. Si je mets le 0 en haut, bien, en haut, on va avoir une énergie de 0, mais en bas, on va avoir une énergie négative parce que le Y va être négatif. Au final, la variation va être négative, ce qui va revenir à la même chose. Et donc, si en haut, on a une position de 0, parce qu'on a un angle de 30 degrés entre l'horizontale et le plan incliné, mais ça fait qu'en bas, on a une position de moins 25 mètres. Donc, en fait, c'était 50 mètres fois le sinus de 30 degrés, qui donne 25 mètres, et on est 25 mètres sous la position 0, donc moins 25 mètres. Alors, on a nos deux altitudes. Donc, dans son déplacement de 50 mètres, le skieur est descendu de 25 mètres. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, c'est mg fois la position y initiale. Donc, ça va être 0 joule. Comme je le disais, c'est un choix. On aurait pu choisir on aurait pu décider une référence pour l'axe y ailleurs, ce qui nous aurait donné une valeur d'énergie potentielle complètement différente. L'énergie potentielle finale, donc c'est m fois g fois la position y finale. Alors, la masse fois l'accélération gravitationnelle fois moins 25 mètres, ça va nous donner une énergie potentielle finale de moins 13 475 joules. Et enfin, la variation d'énergie potentielle, c'est la variation d'énergie potentielle gravitationnelle, parce que c'était la seule forme d'énergie potentielle en jeu ici. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle finale moins l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, ça va nous donner moins 13 475 joules. Alors ça, c'est la réponse en A, c'est la variation de l'énergie potentielle du skieur. Maintenant, pour connaître sa variation d'énergie cinétique, mais au départ, il n'y a pas d'énergie cinétique parce qu'il y avait une vitesse initiale nulle. Le skieur partait du repos. Il faudrait connaître la vitesse à la fin de son déplacement de 50 mètres. Il y aurait deux façons de faire ça. On peut faire la somme des forces, trouver l'accélération. Et avec l'accélération et le déplacement, on peut trouver les vitesses
la vitesse finale avec la cinématique. On pourrait faire ça. On pourrait aussi utiliser le théorème de l'énergie cinétique, donc le travail net, la somme du travail fait par chacune des forces, va être égale à la variation d'énergie cinétique. Alors ici, c'est la deuxième méthode que j'ai voulu utiliser. Alors, pour trouver le travail fait par les forces, on a quand même besoin de tracer nos forces. Donc, je vais faire un système d'axes. Ici, j'ai mis vraiment le système d'axes le plus utile pour gérer les forces le long du plan incliné. Donc, ça n'a pas besoin d'être le même Y qu'on avait tantôt. Alors, ici, la force gravitationnelle est verticale vers le bas. Comme le plan est incliné de 30 degrés, mais la force gravitationnelle va être à 30 degrés par rapport à l'axe des Y négatifs. On a la force normale qui est en Y positif, donc perpendiculaire à la surface. Et on a une force de frottement qui va être parallèle à la surface, mais en sens opposé au déplacement, donc en X négatif. La force gravitationnelle, on peut connaître sa valeur, donc 55 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, ça va nous donner 539 newtons. La force normale, c'est Fg fois le cosinus de 30 degrés, donc ça va nous donner 466,79 newtons, parce que la somme des forces en Y est égale à 0. Et la force de frottement, c'est le coefficient de frottement fois la force normale, ce qui nous donne une valeur de 140,04 newtons, approximativement vers les X négatifs. Alors, on a les différentes forces. Comme je le disais tantôt, on pourrait calculer l'accélération en X, utiliser la cinématique pour trouver la vitesse finale et ensuite calculer l'énergie cinétique finale. On pourrait aussi faire le travail fait par chacune des forces. Alors, le travail fait par la force gravitationnelle, mais la force gravitationnelle, c'est 539 newtons. Le déplacement, c'est un déplacement de 50 mètres et la force est à 60 degrés. Donc, l'angle entre la force gravitationnelle et l'axe des X positif, ça va donner un travail positif aussi. La force gravitationnelle est en train d'accélérer notre skieur. Un travail positif de 13 475 joules. Une valeur qui devrait vous rappeler quelque chose. En fait, on vient ici de montrer que le travail fait par la force gravitationnelle, c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça vient de prouver une autre fois que la force gravitationnelle, c'est une force conservative parce qu'elle est liée à la variation d'énergie potentielle. En fait, chaque force conservative a sa propre énergie potentielle. Donc, le travail fait par la force gravitationnelle, c'est moins la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Si on avait eu un ressort, le travail fait par la force du ressort serait égal à moins la variation d'énergie potentielle du ressort. Maintenant, le travail fait par la force normale. La force normale est à 90 degrés, elle ne fait pas de travail. La force de frottement est à 180 degrés, donc sa valeur fois le déplacement de 50 mètres fois cosinus de 180 degrés, ça nous fait un travail de moins 7002 joules. Et ça fait l'ensemble des travaux. Alors le travail net, qui va être égal à la variation d'énergie cinétique, c'est la somme des travaux. Alors le travail positif de la force gravitationnelle auquel on soustrait le travail de la force de frottement, puisque c'est un travail qui est négatif. Ça va nous donner une variation d'énergie cinétique de 6473 joules. Alors, en glissant le long du plan incliné, le skieur a perdu 13 475 joules d'énergie potentielle, mais il a seulement gagné 6473 joules d'énergie cinétique. La différence, c'est parce que le travail fait par la force de frottement. Donc, le frottement a enlevé le 7002 joules manquant. Donc, la force gravitationnelle a fait un travail qui a pris de l'énergie potentielle, qui l'a transformée en énergie cinétique. Puis la force de frottement, elle a pris de cette énergie-là et l'a enlevée tout simplement. Donc sous forme de chaleur, sous forme de bruit aussi, là, donc en forme d'énergie sonore. Mais c'est une énergie qui a été enlevée, donc on a perdu de l'énergie mécanique dans ce déplacement.